Le micro marche, tout va bien. Écoutez, merci de l'accueil, merci de l'invitation. Je suis très touché d'être avec vous. Vous êtes dans des combats avec des paradoxes, avec des tensions, comme nous tous. On subit tous cette fameuse crise, qui est finalement une crise au-delà de l'économique, une crise au-delà du trouble du capitalisme et du trouble de cette quête de sens que nous cherchons tous, qui est véritablement une crise spirituelle, une crise de destin collectif. On le voit dans les élections, on le voit dans le désengagement par rapport au destin commun, aux marches communes qu'il faudrait tous suivre en tant que citoyens, participant à la même cité. Cette crise, elle est d'essence spirituelle, je n'y mets aucune religiosité là-dedans, mais juste, pour moi, c'est le point de départ de mon intervention. La crise spirituelle, si j'avais à la définir, j'y verrais 3 facteurs. Et vous allez voir comment ces facteurs s'imprègnent dans le corps. Vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose sur ce terrain-là. Là, ce que je vais essayer de vous donner en plus, peut-être, c'est une grille de lecture que j'ai composée. C'est ça, pour moi, la philosophie. Elle doit être appliquée au réel, appliquée au quotidien, appliquée au métier. Et donc, une grille de lecture qui permette de nouveaux angles de vue, nouvelle façon de voir des choses, et donc une nouvelle façon d'agir sur les choses, d'agir sur les problèmes qui nous touchent. Trois choses importantes dans cette crise. La première, c'est un immense gap générationnel, comme rarement avant dans l'histoire de l'humanité. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est totalement supérieure à ses aînés en termes de technologie, en termes d'appréciation d'un monde en mutation, de visibilité du futur. Et ce ne serait pas tellement dramatique s'il n'y avait pas 2 choses à cette crise. La première, c'est que cette jeunesse est absolument précarisée par des personnes plus vieilles qui ne veulent absolument pas la faire entrer dans la société, absolument pas lui donner la possibilité de faire ses débuts dans le monde. J'aime beaucoup cette expression. Et évidemment, autre chose, c'est que toute une classe d'âge ne sait plus quoi faire de sa jeunesse. C'est ça une crise spirituelle. Quand une classe d'âge ne sait plus quelle valeur transmettre, quelle droiture transmettre, quel rapport au corps et au monde transmettre. Deuxième chose importante de cette crise spirituelle, c'est que nous sommes tous en pleine activation de quelque chose d'étrange qui a affaire au corps et qui a affaire, à mon avis, à votre métier. C'est ce que j'appelle, et je prends une expression anglaise que je crée, le deep curse, la malédiction curse, la malédiction profonde. En quoi consiste cette malédiction profonde qui nous touche depuis 5-6 ans, une dizaine d'années à tout casser? Cette malédiction profonde, c'est l'intrusion des technologies de communication dans l'absence grandissante de communication entre les êtres humains. Plus il y a de technologies de communication, moins nous communiquons, et je ne parle pas de la communication politicienne, la communication publicitaire, je parle de la véritable communication. Regarder quelqu'un profondément dans les yeux, toucher quelqu'un, le prendre en compte de toute sa présence, boire ses paroles, boire ses mots, boire son être, boire son humanité. Cette communication-là est en train de disparaître. Je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que l'humain ne peut pas tenir sans cette nourriture humaine qui s'échange. Je pense que nous avons à trouver de nouvelles solutions et que vous participez totalement de cette crise-là, crise d'un corps qui va se dématérialisant, crise des affects, des émotions qui n'arrivent plus à s'excorporéifier, qui n'arrivent plus à s'incorporer dans les êtres. Les émotions sont devenues des messages, des informations, et nous échangeons entre nous des informations. Ce deep curse, cette grande, profonde malédiction, je peux la résumer très simplement, c'est le fait d'être tout le temps sur ses smartphones et d'oublier la présence au monde, la présence aux autres, l'espacement de sa chair propre, de son monde, de sa sphère propre, on pourrait dire, une perspective phénoménologique. Donc, finalement, l'extension de son corps totalement absorbé dans les nouvelles technologies. Ça a l'air anodin, mais vous savez, moi je crois que la langue anglaise ou française marque des étapes dans l'évolution anthropologique
de l'être humain, avant même les scientifiques et avant même les spécialistes des sciences humaines. Il y a d'ailleurs un nouveau mot anglais qui vient d'arriver, c'est le phubbing. C'est le phubbing, donc phone, téléphone, et phubbing, snobbing, snobber. Je snob l'autre par mon téléphone portable. C'est-à-dire, je lui dis oui, oui, t'inquiète pas, oui, alors, ça s'est bien passé? Oui, d'accord. Ah, ok, d'accord. Et je tapote. Et je peux entrer en relation comme ça avec des êtres sur écran, alors que les êtres autour de moi, finalement, je les snob. Très beau mot. Je les snob. Snobber par son téléphone portable. C'est un des symptômes du deep curse, de cette grande, profonde malédiction qui fait qu'on trouve sa réalité dans la dématérialisation de son corps et la dématérialisation du rapport à l'autre. Et finalement, nous avons peut-être de plus en plus, en tout cas les jeunes, je pense, jeunes multitâches qui suivent des discussions, 5-6 discussions en simultané sur les chats, dans les réseaux sociaux, nous avons affaire à un corps qui vient entraver la communication. On communique beaucoup mieux sans cette communication profonde. On échange beaucoup plus d'informations quand on n'est pas entravé par ce corps lourd, ce corps qui doit tapoter, ces pouces qui doivent se poser sur les écrans, ces douleurs. Je ne suis pas spécialiste de vos métiers, mais je sais qu'il y a des nouvelles douleurs qui apparaissent dues à une utilisation assez poussée de l'ordinateur. Spontanément, quand je m'amuse à masser mes amis ou à être massé, c'est toujours, lorsqu'on est droitier, en bas de l'omoplate, là, en diagonale, exactement là, le fameux point où on appuie. Moi, j'appelle ça le point de l'ordinateur. Je suis totalement novice, ça va vous faire rire, mais quand même, il y a des douleurs qui arrivent de cette incapacité à épancher ses désirs, son humanité, grâce à l'autre. Le problème de ce paradoxe, du deep curse, profonde malédiction, c'est que c'est une malédiction parce que elle vient d'une idéologie philosophique, mais totalement invisible en tant qu'idéologie. On croit que c'est la normalité. C'est le propre d'une idéologie, c'est de passer pour le réel. Cette idéologie naît dans les années 50. Elle s'appelle la cybernétique. Vous retrouvez le mot cyber d'ailleurs. Cyber, gouverner, kuber en grec, c'est le gouvernail. La cybernétique, l'art de diriger les hommes par l'ordinateur, naît dans les années 50, école Palo Alto, Norbert Wiener, d'autres, qui réfléchissent en fait au drame de la Deuxième Guerre mondiale et qui se disent que l'idéal des Lumières, l'homme éclairé qui apprend les humanités, apprend la philosophie, la musique, l'art, la science, va s'éloigner de la barbarie. L'homme civilisé, l'homme éduqué s'éloigne du barbare. Eh bien, dans les années 39-45, nous avons vu l'écroulement de cet idéal du citoyen éclairé. On en a très peu tiré de conclusion de cet écroulement-là. Mais la barbarie est née, une barbarie jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité, avec une logistique entrepreneuriale de mort et absolument frénétique. Cette barbarie est née dans le pays le plus civilisé, où la musique était au sommet, où la science était au sommet, où la philosophie était au sommet, le sommet de l'Europe, et nous avons la barbarie dans ce cœur-là. En Amérique, on en a tiré des conclusions en disant que l'être humain, pour ne plus commettre le pire, pour ne plus tomber dans ce vertige sanguinaire et sans fin, doit être aidé par quelque chose, une idéologie, qui va le guider, qui va orienter, et d'abord orienter son corps, ses passions, ses émotions. Et très vite naît l'idée qu'on doit adjoindre à l'être humain émotionnel, sensible, fragile et faillible, l'ordinateur. Et donc c'est ce paradigme cybernéticien qui consiste à dire qu'entre deux êtres humains ne circule que de l'information. Exactement, jusque dans la biologie moléculaire, où on dit qu'entre deux molécules ne circule que de l'information. Et les thérapeutes de couple, Serge Effès et d'autres, expliquent que les problèmes d'un couple viennent d'une carence dans la communication. Et que pour réparer les problèmes de couple, il faut surcommuniquer, c'est son mot, surcommuniquer. Alors ce paradigme, évidemment, est totalement faux, c'est une idéologie totalement faux. Entre deux êtres humains ne peut pas circuler que de l'information. Mais le deep curse dont je parlais tout à l'heure, c'est ce paradigme appliqué comme idéologie dans les jeunes générations, et je pense que la mienne, née en 73, est totalement aussi dans cette idéologie. Qu'est-ce qui s'échange de plus entre deux corps, entre deux subjectivités que de l'information? Parenthèse, ce paradigme-là fait qu'on a eu l'école dégénérée d'aujourd'hui, où tout n'est qu'échange d'informations, où l'individu, l'élève, est vidé de son humanité, traduit en notes pour un tri sélectif continu, avec une sélection sociale continue. Ce paradigme-là, échange d'informations,
donne l'entreprise dégénérée d'aujourd'hui. J'interviens beaucoup en entreprise où les gens sont totalement fous de douleur, fous d'une humanité qui a disparu et qui s'envoient des emails à 2 bureaux de distance au lieu de se rencontrer parce que dans les emails, il y a la traçabilité de « je te l'ai dit, donc tu ne l'as pas fait, donc c'est de ta faute », alors que dans la parole humaine, certes qui fait baisser le stress, certes qui met de la convivialité au centre de l'entreprise, il n'y a pas cette traçabilité, cet échange d'informations traçable. Donc nos mots actuels, l'entreprise, le sens du travail qui est totalement vidé aujourd'hui, qui fait qu'un ouvrier dans les années 30, qui bossait 12 heures par jour peut-être, n'était pas humilié par son travail et avait, c'est Henri Janson qui parle de ça, c'est un scénariste que j'aime beaucoup, Henri Janson, dans sa biographie, 70 ans d'adolescence, il explique comment son père, qui a travaillé à l'usine, des métiers qu'on pourrait juger ingrats, finalement était heureux malgré tout. Heureux pourquoi, dit-il? Parce qu'il n'avait pas honte de ses outils. Alors qu'aujourd'hui, il y a la honte des outils. Il y a l'absence de dignité parce qu'il y a l'absence de sens en entreprise. Et cela touche l'ouvrier comme cela touche les ressources humaines, le top management et même les patrons. Nous avons une déperdition de sens parce que nous oublions le corps dans notre métier. Autant vous dire que la réhabilitation du corps, non pas dans un retour au passé, mais d'un corps moderne, certes connecté, mais un corps humain, un corps vibrant, est un enjeu crucial pour le XXIe siècle. Un peu plus de corps dans l'école, c'est un peu plus de passion à apprendre, à connaître. Tous les grands professeurs que vous avez croisés aux années collège ou aux années lycée sont des professeurs qui avaient un corps et qui avaient des yeux qui brillaient et qui avaient une possibilité d'entrer humainement en contact avec vous. Ce n'étaient pas les meilleurs étudiants, ce n'étaient pas ceux qui avaient eu les meilleures notes à l'université, c'était ceux qui étaient capables, par leur passion, de rendre leur passion contagieuse et de vous transmettre quelque chose d'autre que de l'information. Quoi donc? Qu'est-ce qui se transmet autre que de l'information entre deux corps? On le sait très bien, ce qui se transmet d'autre. Vous le savez très bien. Ce qui se transmet, c'est de l'émotion. Et c'est ce qui fait que nous ne serons jamais des ordinateurs. Le paradigme, me semble-t-il, viable à l'heure d'Internet et à l'heure où le diktat cybernéticien, le deep curse, est un fléau qui fait souffrir les corps, c'est le paradigme que je dirais, il n'y a pas encore de mot, mais j'ai envie de l'appeler vitaliste. C'est un vieux mot, passé de mode, qui correspond à des grandes doctrines médicales. Et moi, je n'utilise pas ce mot en termes médicaux, mais en termes philosophiques. Cette idée qu'entre deux corps s'échange pas simplement de l'information, mais de la vie. Vie au sens d'énergie qui passe, qui se transmet. Je ne veux pas entrer dans des théories mystiques, mais une quantité d'élan, d'ardeur, de ferveur. Nous avons vidé de cette possibilité de transmission d'humanité l'école, qui devient une sorte d'entreprise de dépassionnalisation des enfants qui arrivent à 7 ans, 8 ans, gorgés de vie, passionnés, ayant la soif de connaître, soif d'apprendre, et qui sortent 10 ans plus tard totalement dépassionnés, ne sachant pas quoi faire demain, entrant dans les bonnes ornières, sans avoir une certaine forme de ferveur et d'enthousiasme et de rébellion par rapport à la vie actuelle, de désobéissance, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la jeunesse, vu le monde qu'on prépare, une certaine pointe d'irrévérence. Cette irrévérence n'existe plus, c'est ça le drame. L'école machine à dépassionnaliser parce que c'est le règne de la pression. La pression généralisée, le stress généralisé. Une universitaire belge a comptabilisé dans une entreprise ce que coûtait un salarié sous stress en moyenne par an, c'est 4 000 € par an. Le stress, c'est 2 à 3% du PIB en France, 2 à 3% en coût réel et en coût caché. C'est un fléau à la fois assez invisible, on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même loin d'un débat national, et c'est un fléau qui fait qu'on va travailler la peur au ventre, parce qu'évidemment, l'école, entreprise de la pression généralisée, nous habitue à la pression. Et ça donne l'entreprise avec la pression généralisée. Et le deep curse n'arrange pas les choses. Cette idée que par les écrans, je vais pouvoir me calmer, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, car à travers les écrans, il n'y a qu'un échange d'informations. Même s'il y a des smileys, des émoticônes, même s'il y a de la drôlerie, de l'humour, il n'y a qu'un échange d'informations, pas un échange de vie, pas un échange de passion. Donc voilà les catégories que je vais mettre devant vous, j'oublie pas mon troisième point, je vais mettre devant vous ces catégories-là, la pression d'un côté et la passion de l'autre. Qu'est-ce que la pression? Très simplement, la propagation de ce que je pourrais appeler une onde de choc. Et l'onde de choc, ce n'est pas forcément insulter l'autre,
mépriser l'autre, se montrer indifférent par rapport à l'autre. L'onde de choc, ça peut être beaucoup plus subtil et manipulatoire que ça. C'est cette idée de transmettre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'information, même pas du non-verbal, de l'ordre de l'émotion, mais une émotion qui va détruire l'autre. Il y a toujours du thanatos dans l'onde de choc, au in fine. L'onde de choc, c'est une attitude incarnée dans le corps, qui consiste à se mentir et à mentir à l'autre, à contrôler ses émotions. L'onde de choc, c'est un regard. Ça, c'est de l'onde de choc. Ça, c'est de l'onde de choc. Là, j'ai le regard de l'onde de choc. Et si je dis « Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ?» On se sent agressé. On se sent attaqué. On a envie de sortir la Kalachnikov, on a envie de sortir la muraille. L'onde de choc, c'est ça, ce regard-là. Combien de grands pontes ont ce regard-là? Combien d'individus sont prisonniers de ce regard-là? Un regard qui n'a plus de rire intérieur. Un regard qui agresse alors même que les mots seraient fleuris. Un regard qui refuse la relation corps à corps. C'est le regard de nos écrans, c'est le regard qui va contaminer le monde de demain si on ne lui oppose pas autre chose. Et c'est le regard qui met la pression. Le problème de la pression, c'est qu'elle crée, j'arrive à votre métier, c'est qu'elle crée une forme d'énergie totalement stupide. L'énergie bête, appelons-la. L'énergie bête, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de concevoir les individus non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Tout est fonctionnel. L'individu est fonctionnel. L'énergie bête, Jacques Brel l'appelait la sorcière du monde. La bêtise, c'est la sorcière du monde, le grand fléau actuel. Et la philosophie est définie par Nietzsche, repris par Deleuze, comme la tentative désespérée de nuire à la bêtise. Nuire à la bêtise. L'énergie bête, le grand problème de l'énergie bête, c'est pas qu'elle soit bête. Bête, c'est-à-dire que chacun se replie sur chacun, que la solidarité n'existe plus, que l'effusion humaine n'existe plus et que, évidemment, en pénurie d'humanité, nous cherchons des instruments consolatoires, des petits cachets qui nous boostent, grand consommateur la France de petits cachets qui boostent, des drogues, quelle que soit la drogue, des addictions. Nous cherchons à combler cette humanité qui va se vidant en nous pour nous sentir vivre, juste pour nous sentir vivre. Car l'échange d'informations ne nous fait pas nous sentir vivre. Il faut un échange émotionnel. Lorsque je faisais partie d'un cycle de débat avec Martin Hirsch sur le grand âge, on interrogeait des gens de 95 ans, 100 ans, et on leur disait « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Vachards que nous étions. Et la réponse, quand elle était oui, ça pouvait être non. Mais quand c'était oui, en général des individus lumineux, avec ce rire dans l'œil dont je parlais tout à l'heure, qui disent « Oui, la vie vaut la peine d'être vécue ». Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels. Pas parce que j'ai échangé de l'information ou que j'ai donné l'information de moi-même ayant une riche carrière, de riches fonctions. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et même s'ils ne sont plus là, ils restent là. Ils restent en moi. Ça, c'est l'opposé de l'énergie bête. L'énergie bête, c'est l'impossibilité pratique de la rencontre par ce regard qui écarte. L'énergie bête, le problème, c'est pas que ce soit bête, c'est que ce soit de l'énergie et que ça donne la pêche sur du court terme. Après, ça brise les individus. Mais sur le court terme, l'énergie bête, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se met soi-même la pression et qu'un management des années 50, IBM par exemple, conseillait aux patrons d'avoir des salariés qui se mettent eux-mêmes la pression pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, donner le meilleur de soi-même à l'entreprise. L'énergie bête, le problème, c'est que ça fait se lever le matin. Ça fait tenir dans l'adversité. L'énergie bête, c'est qu'on a l'impression d'être dans la vie, d'être dynamique, tonique, souriant, et qu'on se déconstruit en ayant l'impression de se construire. Et donc il faut, si vous voulez, un outil intellectuel pour opposer à cette pression, cette énergie bête contagieuse qui va contaminer le corps social, un groupe en entreprise, nos villes. Je viens de Paris. Je peux vous dire que l'énergie bête, elle est là, elle est présente. Peut-être qu'à Montpellier, ça va un peu mieux. Mais il faut un mot pour opposer à cette contagion de la violence, à cette onde de choc, quelque chose d'aussi contagieux, mais qui va dans l'échange d'humanité, d'émotions, de vie. Et ce mot, je vous le donne, c'est ce que j'appelle l'onde de charme. Le charme, ce n'est pas le charme du crooner, ce n'est pas le charme du charmeur, c'est le charme du charmant, de ce qui nous charme. C'est le charme presque de la magie, le charme de Circé. Le charme, c'est la vie, c'est l'onde de la vie. C'est la propagation, en tant qu'onde, il y a toujours une propagation, mais non pas de l'onde de choc, la propagation de la douceur, de l'ouverture, de l'écoute. Aussi contagieuse que l'onde de choc est l'onde de charme. Et l'onde de charme, c'est véritablement ce qui permet de soigner. Véritablement. Au bout du compte, on peut presque résumer l'acte de soigner par la possibilité de transformer le choc en charme.
Pour moi, à mon échelle, c'est votre métier. La transformation de l'onde de choc en onde de charme. C'est très dur, il y a des religions qui ont essayé, et toutes les religions qui ont une petite sagesse humaniste nous racontent que le but du jeu lorsqu'on prend une claque, c'est de tendre l'autre joue. Du soufisme au christianisme, du bouddhisme au taoïsme. À chaque fois, il est question pour une humanité viable, avec une vie pleine de sens, riche de sens, il est toujours question de dire « ne suis pas le chemin de l'onde de choc ». La conquête, l'ambition démonstrative. Je veux des médailles, je veux des postes, je veux du pouvoir, je veux garder le contrôle sur les kinésithérapeutes. Le but du jeu, de toutes les sagesses immémoriales, c'est de transformer le choc que l'on reçoit en charme, extrêmement dur. 10 ans de psychanalyse, 20 ans de retraite dans les ashrams, transformer le choc que je reçois, un regard méprisant, de la violence sociale, des gens qui ne sourient plus, qui sont indifférents à moi, transformer ça en charme, c'est extrêmement dur. Je pense qu'il y a 2 grandes voies possibles. Il y a la voie de la recherche spirituelle, de se comprendre soi-même. On le fait en général lorsqu'on sort d'une grosse maladie, il nous faut une vraie bonne grosse maladie pour se rendre compte d'une chose essentielle. En sortant après 3 mois d'hospitalisation, avec du soleil dans les arbres, des visages et la beauté tout d'un coup, retrouver des visages autour de nous. Cette sensation de vivre qui pique au bout des doigts, cette humeur de champagne qui nous rend capables de toutes les folies, de toutes les griseries, cette griserie de la vie, cette addiction à la vie, qu'est le bonheur. Nous découvrons après une longue hospitalisation que le bonheur était déjà là, à l'opposé de ce que nous racontent les coachs. Le bonheur, c'est le point d'arrivée. Tu dois faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, et tu seras heureux. Carotte absolue, récompense absolue d'une vie menée dans la normalité, dans la suradaptation aux consignes sociales, alors que le bonheur, c'est le point de départ. Les enfants nous le disent. Les enfants, c'est de l'onde de charme incarnée. Le bonheur est le point de départ, mais on peut l'oublier. Le bonheur est le point de départ, mais on peut se blinder émotionnellement et ne faire qu'échanger de l'information. Tout échange d'informations qui devient despotique, ce deep curse dont je parlais tout à l'heure, est un oubli de la transmission émotionnelle, de la circulation émotionnelle que j'appelle onde de charme. Alors, pour aller plus vite, parce qu'il faut que c'est un propos assez dense, je vous disais qu'il y a 2 possibilités. La spiritualité, la crise existentielle, qui fait que maintenant on refuse l'onde de choc et on accepte l'onde de charme. On essaye de transformer le choc en charme lorsqu'il nous arrive. On essaye soi-même de donner du charme et pas du choc. Le mal doit rester en toi. Ne dispense pas le mal en dehors de toi. Transformer le choc en charme en soi-même. L'autre possibilité, pour moi, c'est la kinésithérapie. Transformer le choc en charme. Vous avez des patients, vous avez des gens qui viennent, qui sont brisés par une vie que je vous ai un peu décrite, et je pense qu'on pourrait échanger pendant des heures sur ces modes de vie nouveaux, et vous mettez la main à la pâte. C'est ça. On peut faire ascèse spirituelle, réflexion sur soi, on peut aussi toucher. Et tout le monde a vécu ce que c'est que la capacité de prendre l'autre en compte. On peut toucher par les mots, par un regard, par une onde de charme qui se téléporte en tant qu'onde, mais on peut aussi donner de l'onde de charme. Et prendre vraiment le choc et le transformer comme un matériau en charme. Presque de la sculpture de choc en charme. Ce qui me fait penser à ça, c'est un film que vous avez peut-être vu, The Adjuster, de Atom Egoyan. Et dans The Adjuster, il doit ajuster les prix, il bosse dans une compagnie d'assurance, choc, choc, choc. Et il tire tous les matins, il tire à l'arc aussi. Donc, Adjuster, il y a plusieurs jeux de mots. Et il va voir un kiné. Et dans ce film, son kiné, c'est sa bonne fée. Il lui dit « Tu es mon génie, tu me remets au monde à chaque fois ». Et cet homme qui est grevé d'ondes de choc, qui vraiment n'en peut plus de cette vie sans sens, et donc une vie de pression, de violence, et bien cet homme, en se faisant manipuler par un bon gros kiné, lumineux, avec sa blouse blanche, donc on dirait un ange, c'est très très bien filmé, vous devez regarder The Adjuster d'Atom Egoyan, et bien on le voit renaître, mais c'est presque, je dirais, une manipulation, une sculpture de soi. Vous savez que c'est un des grands buts de la philosophie antique, la sculpture de soi. Sculpte ta propre statue, dit Plotin. Sculpte ta propre statue toute ta vie. Et bien tout d'un coup, la statue redevient fluide, redevient malléable. C'est très dur lorsqu'on est blindé émotionnellement, lorsqu'on n'est que dans l'échange d'informations, dans le deep curse, dans la pression, de redevenir un peu malléable. Et bien on le voit concrètement, mettre les mains à la pâte, cette pâte rigide, et remettre de l'humidité, de l'eau, ce principe de vie, ce principe de métamorphose, ce principe de transformation, ce principe d'agilité, ce principe de souplesse existentielle, qui fait qu'au lieu d'avoir ce regard froid, agressif, on a ce regard
Ce regard qui prend en compte l'autre et qui rigole et qui sourit. Ce rire dans l'œil, il y en a qui définissent le charme comme ça, un rire dans l'œil. Ce rire n'est pas un rire moqueur, ce rire n'est pas un rire de pression où je vais rabaisser l'autre par mon rire, par mon ricanement, par mon ironie. Ce rire dans l'œil, c'est l'idée que tout ce qui se passe ici, on ne l'emportera pas dans la tombe. C'est un memento mori. C'est l'idée que même si les combats ont l'air violents, dans le choc, dans la violence excessive, eh bien, tout cela n'est qu'une farce, et la vie est une farce. Ce memento mori, c'est la capacité de prendre de la distance par rapport à l'onde de choc. C'est le premier pas pour sortir de l'onde de choc, aller dans l'onde de charme. Cette distanciation, ce rire, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ce rire est absolument thérapeutique. Ce rire dans l'œil, ce charme déployé, cette prise en compte de l'humanité de l'autre est absolument thérapeutique. Je vais vous donner un exemple que j'ai étudié, n'étant pas né en 68 ou avant 68, j'ai écrit un livre sur mai 68. C'est Edgar Morin qui raconte ça dans ses mémoires qu'il a filmés, qui ont été filmés, et il dit c'est très étonnant. En 68, dans la ferveur révolutionnaire philosophique, c'est une révolution plus philosophique que politique, dans cette ferveur où les gens tout d'un coup étaient dans l'onde de charme partagée, des témoignages disent, et vous avez peut-être vécu ces années-là, disent on était épuisés de bonheur. J'adore cette phrase, épuisé de bonheur. Tellement dans l'échange avec le voisin, avec les ouvriers, avec le peuple, les gens dans la rue se réappropriant la rue, la convivialité, la solidarité, la créativité, l'utopie, l'imagination collective, la possibilité de transformer le monde par la parole, l'intelligence, le débat, la rencontre avec l'autre. Cette explosion d'ondes de charme dont tous les témoins disent que c'est un moment exceptionnel et qui a déprimé ma génération. On se disait jamais on pourra être aussi heureux que ce qui s'est passé juste avant nous. Zut, génération perdue d'après les 30 Glorieuses où on attend encore notre petite révolution. Eh bien, Edgar Morin raconte cette anecdote toute simple. Il n'y avait plus de mal, de maux de dos, il n'y avait plus de problèmes de digestion, il n'y avait plus de maux de tête. Les hôpitaux se vidaient de tous les petits bobos psychosomatiques, de toutes les tensions. L'onde de choc commençait à se vider, l'onde de charme commençait à gagner sur l'onde de choc. On comprend pourquoi certains politiques de l'onde de choc veulent liquider encore aujourd'hui l'héritage de mai 68. Une société d'onde de charme, ça fleure bon une société alternative et ça pose de véritables problèmes. On comprend aussi pourquoi certains corps médicaux ont tout intérêt à maintenir l'onde de choc. Non pas parce que c'est leur business, on n'est pas dans une théorie du complot, mais parce que l'onde de choc, c'est un système de société. Gouverné, cybernétique, gouverné par l'onde de choc, des gens qui sont dans l'onde de choc, un peuple qui est dans l'onde de choc, n'a qu'une seule obsession, c'est d'aller mieux, de consommer pour son nombril en forme de siphon et de s'enfoncer dans ces selfies, dans ces moi-je obsessionnels qui maintenant se démultiplient à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Une population de petits êtres narcissiques sous selfie, complètement crispés de la relation humaine et entrant en communication juste par des écrans interposés, ça donne cette magnifique métaphore qu'on a vue dans les studios, je crois que c'était Pixar ou DreamWorks, Wall-E. Wall-E, vous avez vu cette fable philosophique digne de Voltaire? Vous l'avez vu, Wall-E? Ah ben regardez Wall-E, ça c'est le petit robot qui s'humanise. Petit robot qui s'humanise, et qui s'humanise comment? Par le toucher. Il échange de l'information, et tout d'un coup, après 700 ans restés sur Terre, par le toucher, les robots sont capables par le toucher de se transmettre cette étincelle d'électricité, cette onde de charme incarnée, alors que les êtres humains, eux, se robotisent. Et on les retrouve sur des strapontins volants avec un écran devant les yeux en permanence, une boisson sucrée dans la bouche, toujours ça va avec la boisson sucrée, fondamental. C'est Pinocchio, la fête foraine, le sucre, ce que le cerveau reconnaît, le sucre, le goût du sucre, cette drogue capitale. Le goût sucré, l'écran devant les yeux et l'impossibilité de se toucher. Par contre, ils communiquent. Alors ça, l'échange d'informations, ils y vont. Ils communiquent tellement bien que lorsqu'une nouvelle mode préconise de s'habiller en bleu plutôt qu'en rouge, eh bien, tout le monde dit « Ah bah oui, je vais le faire ça pour moi » et on voit tous les individus en rouge se transformer en individus en bleu. C'est une communication suiviste, grégaire, c'est la communication du troupeau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les robots vont réapprendre aux êtres humains à se toucher à partir d'un vieux film des années 50 et à transmettre à nouveau ce contact, cette électricité. J'aime beaucoup ce mot du poète D.H. Lawrence qui dit une chose fondamentale, il dit « lorsque les hommes », il parle des hommes, je pense qu'il ne dit pas « mankind », je pense qu'il dit « men ». Lorsque les hommes entreront en contact épidermique,
le règne de la société mécanique et industrielle se dissolvera. Lorsque le contact sera là, toute notre société de l'onde de choc va s'effondrer. Le simple contact. On est dans Wall-E et on est dans quelque chose qui, je pense, peut vous parler. Et donc, ce qui est très intéressant, dans cette logique de ce combat du charme et du choc, de ces ondes qui, soyons très réalistes, nous touchent en plein cœur tous. Il y a toujours de l'onde de choc et de l'onde de charme. Ne tombons pas dans le combat bouddhiste californien jus d'orange. C'est bouddhiste individualiste, qui est une contradiction dans les termes. Je fais mon petit yoga pour aller mieux moi-même. Le bouddhisme, je vous rappelle, c'est une dissolution de l'individu dans le grand tout, donc on ne peut pas être individualiste et bouddhiste à la fois. Dans ce bouddhisme jus d'orange, Miami et compagnie, qui consiste à chaque fois comprendre le bonheur comme le point d'arrivée de tout un parcours, comprendre l'optimisme comme une question de volonté. Il suffit que tu le veuilles et tu seras optimiste. On ne peut pas rendre quelqu'un, c'est Pavese qui dit ça, Cesare Pavese, qui dit « celui qui a peur du noir aura peur du noir ». Et ça demande 10 ans de kiné ou 10 ans de psychanalyse, je ne sais plus, pour désapprendre la peur du noir et aimer la lumière. Tout un parcours existentiel. L'optimisme ne peut pas être une question de volonté. L'optimisme est la résultante naturelle, presque mécanique, de la passion. On a toujours de l'optimisme lorsqu'on est passionné. Mais dans une société où la passion est le tabou et la pression est le mot d'ordre, l'optimisme n'existe plus parce qu'il n'est plus connecté à l'onde de charme, à la passion. L'optimisme, s'il fallait le définir, ce n'est pas une volonté, c'est une capacité scénaristique. C'est une capacité narrative. C'est la capacité de se raconter le meilleur scénario parmi tous les scénarios possibles. C'est les scénaristes, les optimistes. Ils se disent, c'est ça qui est possible, ça. Et bien, cette possibilité-là, c'est celle-là qui va réussir et c'est un happy end anticipé. La capacité de créer du happy end. On la perd si on perd la passion. Donc, tout ça pour vous dire des choses assez, je pense, complexes, mais en fait qui doivent évidemment vous parler. Nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de recouvrer un sens. Et retrouver un sens, c'est retrouver un corps. Et retrouver un corps, c'est retrouver l'onde de charme à travers toutes ces prothèses qui rendent le corps robotique et qui rendent nos existences en entreprise ou dans la vie quotidienne robotisées. Vous êtes une force séditieuse, vous êtes une armée de l'onde de charme. Vous avez la capacité de transformer des robots en êtres humains. Une capacité prodigieuse mais séditieuse. À l'époque du Deep Curse, à l'époque où la pression doit continuer parce que c'est celle qui nous fait consommer tout ce qu'on peut consommer, vous êtes un ennemi à abattre, tout simplement. Vous êtes une puissance, un peu comme la perle, vous savez, l'huître, qui va transformer l'onde de choc, le grain de sable ou l'insecte qui l'atteint dans sa chair, en tissant de la nacre en perles rares. Vous êtes des huîtres, ça vous n'y attendez pas, évidemment. Vous êtes des huîtres, vous nous rendez huîtres. Cette capacité, oui je sais, c'est peut-être pas flatteur, des perles, d'accord, des perles, ça va des perles? Vous avez cette capacité de transformer le choc en charme. Et pour ça, vous êtes une puissance politique. Et c'est la nouveauté. Peut-être que vous l'étiez, ce matin, vous avez vu des rétrospectives historiques qui vous racontaient un peu le métier, vous connaissez bien, mieux que moi, l'histoire du métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, votre scandale par rapport à des yeux qui vous regardent et des yeux qui vous jugent et des yeux qui vous maintiennent subalternes, votre scandale, c'est que vous n'êtes plus une puissance psychologique comme dans les années 80, où on allait voir son kiné pour aller mieux, psychologiquement. On avait le choix, psy, kiné et tout ce qui est paramédical. Vous êtes devenu une puissance politique. Vous transformez la vie, vous transformez les existences politiques. Quelqu'un qui passe par vous est capable de mieux communiquer avec les siens politiques, est capable de retrouver cet émerveillement de l'enfant, cette possibilité d'imaginer, cette possibilité de rêver, débarrasser de sa pression, cette possibilité de se passionner. Puissance politique, si on pense que le charme et le choc ne sont pas dans les individus, mais sont des ondes qui circulent, politiques, ondes qui circulent politiques. Nous passons encore le plus clair de notre temps avec des scientifiques en blouse blanche qui maintiennent le paradoxe de la cybernétique, qui disent « tout n'est qu'échange d'informations », qui disent « vive l'énergie bête, c'est ça l'intelligence », qui éduquent par la télé-réalité les jeunes à être des soumis au système, des suradaptés de l'idiotie générale. Et vous arrivez, et votre travail, votre métier
et de redonner au corps la confiance en la vie. De redonner au corps cette idée que le bonheur, il est là. Il est déjà le point de départ. Il n'est pas cette récompense absolue, mais le point de départ. De redonner au corps le goût de l'onde de charme, c'est-à-dire de la co-créativité. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que fleurissent sur les PowerPoints des entreprises les mots co, pas communisme, ça non toujours pas, mais co, co. Alors on parle de co-créativité, co-imagination, collaboration, je ne sais pas quoi, co-aimer, co-jouir, co-vivre. On a du co partout, et ce co-là, sans les corps qui participent à une passion collective, ne peut pas exister. Arnaque de plus. Le co sans co-responsabilité, je dirais même sans co-décision, et je dirais même sans copropriété, ce co ne peut pas exister s'il ne s'échange pas entre les individus de l'onde de charme créatrice. Le véritable co, le véritable vivre ensemble, c'est décider ensemble, être responsable ensemble. Et cela, un peuple totalement sous perfusion robotisante, sous onde de choc, ne peut pas le vivre. Votre puissance aujourd'hui est une puissance politique de transformation du corps, de transformation du rapport au monde et de transformation du monde au bout du compte. Je vais conclure par ce troisième point que je vous avais promis, qui concerne proprement l'ambition. L'ambition, qu'est-ce que c'est? Je vous le résume très simplement. L'ambition est une passion à laquelle on consacre sa vie. C'est simple, on ne peut pas faire plus simple. Parce que la plupart du temps, nos passions, on les met de côté, surtout à l'ère de la pression généralisée, on n'en veut pas des passions. Ça devient le hobby du dimanche, et on a honte un peu d'être passionné, d'être un gamin, ça ne fait pas sérieux. Et donc, les passions, parce qu'elles nous font perdre de l'objectivité, et qu'on a besoin, dans des structures sérieuses, d'objectivité, dans des structures d'échange d'informations, on a besoin d'objectivité, que quelqu'un nous dise « c'est bien, pas parce que je kiffe, mais c'est bien parce que c'est bien pour la boîte, c'est bien pour le groupe, c'est bien rationnellement ». Passion fait perdre de l'objectivité, on n'en veut pas. Passion fait perdre de la maîtrise de soi. Or, on est dans une sorte d'hymne à la maîtrise toute puissante de soi, où les individus se maîtrisent leur message, dans un self-branding incessant, où on fait tous notre auto-promotion. Passion nous fait perdre ça, mais passion nous fait gagner deux choses fondamentales. Nous fait gagner de la ferveur. L'individu passionné ne dit pas « je vais à des cours de salsa, c'est formidable, tu devrais venir avec moi, la prof, elle est géniale. On s'amuse bien, c'est super. Alors c'est le lundi à 18h, et en fait, les gens bougent tout leur corps, ça fait du bien au corps, ça vraiment viens avec moi au cours de salsa. J'ai donné l'information, elle sait que c'est lundi à 18h, elle n'ira jamais. Je vais à des cours de salsa, c'est formidable. La prof, elle est géniale, tu sors de là, tu te sens bien, tu as dansé, tu t'es connecté à tes émotions. C'est la même information, mais en plus, il y a la passion. En plus, il y a l'onde de charme. Et tout d'un coup, l'autre se met par écopraxie, imitation de mes comportements, comme on peut s'imiter en train de bâiller, en train de rire, en train d'être dégoûté. Cette imitation émotionnelle, absolument fondamentale dans l'être humain depuis la naissance jusqu'au cercueil. L'autre se met à vivre ce que je lui raconte passionnément, se met à me dire « mais moi aussi c'est possible ». Voilà la politique, cette transmission de la passion. Eh bien, nous entrons aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, dans une civilisation que je qualifierais de connective. Connective. Nous avions la civilisation, on va dire, agraire, où le but du jeu était d'avoir la terre, de posséder la terre. Nous avions ensuite la civilisation industrielle, où le but du jeu était de posséder le capital. Nous entrons dans la civilisation connective, où le but du jeu est de maîtriser les connexions, les informations, dans une sorte de nexologie, de science de la connexion, du nexus. La civilisation connective est une civilisation qui aura deux destins possibles. Le premier destin, deux ambitions possibles. Le premier destin, la première ambition, c'est l'ambition démonstrative, montrer qu'on est supérieur aux autres, montrer qu'on est le meilleur, pousser au paroxysme du narcissisme. Évidemment, on ne veut pas cette civilisation-là, et je pense que le rôle des adultes par rapport aux nouvelles générations, c'est de leur montrer que c'est dans le partage et dans l'échange d'humanité que consiste le sens de la vie. Et l'autre possibilité de cette civilisation connective absolument inéluctable, c'est de comprendre que c'est dans un partage de transmission affective que le sens de la vie réside. Dans cette civilisation connective, la connexion n'est qu'un prétexte à la rencontre véritable. Et il ne peut y avoir de rencontre véritable que si on met à mal cette sorcière du monde, cette bêtise généralisée où les corps oublient qu'ils sont corps, se prennent pour des robots, des ordinateurs, et où les individus se retrouvent avec des maladies très graves, très sérieuses, très chroniques, très profondes, et la fatigue en est une, et le surmenage en est un,
en est une, et les phobies, qui peuvent être scolaires ou autres, en sont également, se retrouvent confrontées à la propre stérilité de son onde, à la propre stérilité de sa vie. Vous êtes des fertilisateurs de l'onde de charme, et vous êtes une puissance absolument séditieuse aujourd'hui. Vous avez un projet de société de par votre métier, quelles que soient vos réflexions politiques, vos réflexions stratégiques sur l'avenir, sur la société, votre lecture du monde. Votre simple métier est un métier d'avant-garde, est un métier de pionnier. Et c'est peut-être ça que je viens vous dire, pour conclure, c'est peut-être ça que je viens vous dire. Vous êtes devenus des pionniers de quelque chose qui s'esquisse, une révolution connective, où la passion sera la denrée rare. Plus le monde va se numériser, plus le réel va devenir important. Plus la digitalisation des affects et des échanges va augmenter, plus l'expérience réelle, l'expérience du client, l'expérience d'être mère, père, l'expérience d'être jeune, plus cela gagnera en importance. Et donc nous sommes dans une civilisation qui s'esquisse où la denrée rare sera l'expérience réelle. Et l'expérience réelle est toujours une expérience du corps, d'un corps qui irradie de bonheur, d'un bonheur contagieux, d'un bonheur où le verbe qui permet de le décliner n'est pas le verbe avoir, j'ai du bonheur comme j'ai des biens de consommation, n'est même pas le verbe être des années rock, des années 60, être authentique, être véridique, ça ne suffit pas pour être heureux. C'est le verbe rendre. Quel plus beau mot, quel mot rend plus heureux que de vous entendre dire « tu me rends heureux ». Vous êtes des artisans du bonheur de demain, et c'est pour ça que j'ai un plaisir infini à vous parler et que je vous considère avec humilité et avec beaucoup d'admiration. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent pour cet exposé magistral. Si vous en êtes d'accord, on prend une ou deux questions. Avec plaisir. Merci pour votre brillant exposé. Étant né de la génération avant 68, j'ai découvert le bonheur très tôt et je peux dire que je suis resté familier d'avoir trouvé la plage sous les pavés. Je suis très sensible à votre onde de choc et onde de charme. J'ai la prétention de la pratiquer depuis longtemps et de façon existentielle après 68, puisque vous savez bien qu'à ce moment-là, c'était la grande période existentialiste. Je vais vous poser une petite question qui va vous faire sourire et faire sourire tout le monde. Peut-on imaginer Sisyphe heureux? Question de Camus. Peut-on imaginer Sisyphe heureux? Moi, personnellement, non, je ne le pense pas. Je pense que ce qui rend heureux, c'est l'idée d'un plein accomplissement de soi-même dans une tâche. Et que la répétition du même, et même les douleurs et l'absurdité de la vie, est à vaincre. Donc je ne suis pas existentialiste dans ce sens-là. Je pense que la vie n'est pas absurde définitivement. Je pense que c'est dans notre devoir de créer du sens. Ma philosophie, j'ai juste 15 livres derrière moi, j'ai encore, j'espère, des choses à créer, mais ce qui s'esquisse à travers mes 15 ouvrages est une philosophie où le sens est à construire ensemble. Et donc le but du jeu face à l'absurdité du monde ou l'absurdité des comportements, c'est d'essayer de recréer du sens. Et ça ne passe que par deux choses, me semble-t-il. Par le dialogue, c'est fondamental, le véritable échange, cette onde de charme qui s'échange tout simplement, et qui peut être dans le silence, cet échange peut être dans le silence, la présence suffit, et par le jeu. Je pense que le grand paradigme qui va permettre de redonner du sens à l'absurdité de nos vies, c'est le jeu. Mais le jeu JEU, qui peut être U entre parenthèses, c'est cette capacité d'épouser le monde dans son improvisation. Au bout du compte, ce qui va changer, c'est qu'on est en voie de jazzification. On sort de l'orchestre classique. Et même dans les sciences, on sait très bien que les grandes recherches aujourd'hui sont celles qui sont de plus en plus agiles, qui épousent la masse d'informations toujours en devenir, qui nous frappe tous les jours, et qui se taillent à travers cette information un chemin de sens, qui forge un chemin de sens. Et ça ne peut aller que par l'improvisation. Le jeu au sens de jeu de jazzman, qui doit improviser et non pas suivre la partition classique. Et ça, on retrouve ça lorsqu'on dit qu'on sort des pyramides. Sisyphe, il y a une montagne dans Sisyphe. On sort des pyramides dans les hiérarchies, dans la gouvernance, pour aller vers de l'horizontalité. Qui dit horizontalité dit la capacité à rendre les équipes, les groupes, capables d'épouser le réel en temps réel, d'épouser, d'improviser. Ce qui est beau dans le jazz, vous êtes peut-être amateur, c'est qu'il y a des moments qui sont écrits
parce qu'il faut jouer à l'unisson, et qu'on ne peut pas jouer à l'unisson s'il n'y a pas une partition écrite. Et il y a des moments qui sont totalement improvisés. Et qu'est-ce qui se passe dans l'improvisation de jazz? C'est qu'il y en a toujours un qui va être la star, et c'est pas le chef d'orchestre classique ou le soliste, qui sont les numéros 1 et 2 de l'orchestre classique. C'est que tout d'un coup, le bassiste va faire son morceau et tout le monde l'écoute, se met à son diapason et le soutienne pour que chaque note qu'il va émettre soit les plus belles notes de sa partition improvisée. Donc humilité, capacité d'écoute. J'aime beaucoup ce mot d'un humanitaire italien, Ernesto Siroli, qui dit, au début, on allait, nous, équipe italienne, humanitaire, on allait en Afrique, on disait, bon, écoutez, les Nigériens, là, vous allez nous planter des tomates, on va vous aider à planter des tomates parce que toutes les conditions sont idéales. Donc, ils ont planté des tomates. Évidemment, en Afrique, les tomates deviennent énormes, juteuses, beaucoup plus qu'en Toscane. Sauf qu'au bout de 2 mois, je dirais, de culture de tomates absolument incroyable, une nuit, un troupeau de 200 hippopotames passe et rafle toutes les tomates. Et là, consternation, mais vous ne nous avez pas dit. Bah oui, c'est pour ça qu'on ne plante pas de tomates. Ah oui, d'accord. Mais quand même, vous aurez pu le dire, mais vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas écouté. Vous étiez venu avec vos certitudes d'homme du Nord, voulant aider, et l'intention est bonne, sans écouter. Et cette jazzification du monde, c'est la capacité d'improviser en gardant l'écoute. Il se trouve, et là je vais être très, très optimiste, que les technologies nouvelles permettent l'écoute, mais il y a une éducation à donner à l'écoute. On peut écouter les autres plutôt que de parler de soi, on peut écouter les autres. Donc je pense que ce n'est pas Sisyphe qui est heureux dans cette continuité de l'absurde. Je pense que le bonheur est un sport d'équipe, un sport collectif, mais il ne peut advenir que s'il y a cet échange d'ondes de charme. Pour moi, le bonheur, c'est la capacité à échanger l'onde de charme. Et on retrouve quelque chose, au bout du compte, j'opposerai Camus à Bakounine. Bakounine, anarchiste, qui dit « la liberté des autres étant la mienne à l'infini ». Je ne peux pas être libre si les autres ne sont pas libres, parce que le but de l'onde de charme, c'est que ça soit une onde, c'est que ça circule. Quand vous allez voir un très bon film et que vous êtes tout seul, vous brûlez d'envie de raconter ce que vous vivez. Partager des souvenirs de vacances, partager des souvenirs d'onde de charme, c'est décupler le bonheur que l'on a pris. Le bonheur nous encombre, vous comprenez que l'onde de charme est encombrante. Nous sommes saturés de quelque chose et il nous faut des exutoires pour faire transmettre cette onde de charme. Exactement comme le choc. Vous donnez de l'onde de choc, l'autre va se trouver encombré et va devoir déverser de l'onde de choc. Et donc, il y a peut-être une autre question, je ne vais pas m'étendre trop. Je prends une autre question, mais j'espère vous avoir un peu éclairé. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces paroles bienveillantes. Cette onde de charme, moi je l'ai vécu de la manière dont vous l'exprimez, avec toute la bienveillance que vous mettez derrière. Mais pour moi, j'y vois un petit danger. Nous, kinésithérapeutes, on le comprend bien. Par contre, on peut être vu de l'extérieur. Il faut savoir que dans notre profession, que certains définissent comme un art, une philosophie, une science, il y a un danger, ce sont les dérives sectaires et thérapeutiques. Or, vous le savez, dans les années 70, les sectes étaient plutôt des gens qui se baladaient les cheveux longs en blanc avec des guitares, les enfants de Dieu par exemple, qui faisaient ce que les Américains appelaient du flirty fishing. Puis plus tard, ça a été la scientologie avec le love bombing, c'est-à-dire chez des gens déstabilisés, fragiles, on leur balance de l'émotionnel, ils se retrouvent comme dans un bain tiède et ils adhèrent à un gourou, à une technique. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des sectes recrutent par les professions médicales ou dites médicales. Donc, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme barrière ou comme borne à cette émotion que vous souhaitez nous voir distiller et qu'on distille? Parce qu'on sait très bien que dans nos cabinets, si on ne passe pas au niveau de l'émotion, maintenant le danger, c'est ceux qui distillent à la fois de l'émotion, qui ne gardent pas en eux le négatif, qui distillent le négatif pour faire du terrorisme, et après qui s'emparent des gens et qui manipulent. C'est une bonne question, très complexe. Je vais essayer de répondre brièvement. Quand je parle d'onde de charme, je ne parle pas simplement de l'émotionnel. Ce n'est pas simplement transmettre de l'émotion. C'est rendre intelligent. Donc c'est rendre capable de jugement critique. L'onde de charme, quand je dis c'est une onde de la liberté, de la libération, de la créativité, c'est une onde qui permet d'être seul, qui permet d'être dans la solitude. Et une solitude qui est apaisée. On pourrait presque faire un test. Onde de choc, la solitude est infernale, parce que je suis encombré de violence, de colère que j'ai envie de décharger. Onde de charme, la solitude est un paradis. C'est le moment du recueillement. C'est le moment où on fait le point et on redevient soi-même.
Donc c'est une onde de charme qui se veut en circulant énergie vive et pas énergie bête. Et donc c'est absolument contre le sectarisme qui procède peut-être pas par un lavage de cerveau systématique, mais quand même par un dogme, une doctrine, un texte la plupart du temps, un texte canonisé, sacré, et ce texte doit être absolument suivi au pied de la lettre. Et ça, c'est l'onde de choc. Toutes les sectes sont organisées selon l'onde de choc. Même le love bombing est une onde de choc, puisque prendre autant d'émotions lorsqu'on n'est pas à même de la recevoir, ne pas écouter l'autre, mais lui balancer tout ce qu'on a, c'est de l'onde de choc. Dès qu'il y a manipulation, dès qu'il y a perte du jugement critique, c'est de l'onde de choc. On a beau enrober ça de formules onctueuses, ça reste de la manipulation. Et l'onde de charme, c'est tout sauf de la manipulation. C'est la capacité de s'émerveiller du monde, et donc cet émerveillement n'est pas, je dirais, nécessairement un émerveillement consumériste, c'est la capacité de transmettre la capacité d'émerveillement. C'est l'empowerment, mais qui a une dimension effectivement un peu spirituelle, dans le sens où c'est un rapport du monde au monde qui change. Mais ça va avec l'intelligence critique. Et deuxième point important, c'est que je pense que, artiste ou scientifique, je ne sais pas, en tout cas créateur. En tout cas, il y a un travail créateur qui a lieu là, et c'est l'opposé de l'ambition démonstrative dont je parlais tout à l'heure, c'est l'ambition, ce que j'appelle expressive, où le but du jeu n'est pas de démontrer qui on est, et donc d'avoir de l'ascendant sur l'autre, du pouvoir sur l'autre, mais le but de l'ambition expressive, c'est d'exprimer qui l'on est. Ça n'a rien à voir. Démontrer qui l'on est, j'attends d'être applaudi. Exprimer que je suis, j'attends d'être écouté et d'être reconnu, non pas pour mes hauts faits, mais pour la puissance qui se dégage de moi. Donc, l'opposé de l'ambition démonstrative, c'est l'ambition expressive. L'ambition démonstrative, c'est vouloir toujours plus de pouvoir sur les autres. L'ambition expressive, c'est toujours vouloir de la puissance avec les autres. C'est avec et non pas sur. Et c'est de la puissance, une sorte de déploiement. Et puis pour finir sur vraiment les sectes, moi j'aime beaucoup un écrivain congolais qui s'appelle Sonny Labutansi. Et Sonny Labutansi, dans une magnifique définition, définit ce qu'est le maître, le gourou éventuellement, le maître. Qu'est-ce que le maître? On s'imagine que le maître, c'est l'homme qui guide et l'homme providentiel et l'homme qui sauve. Pas du tout, il nous dit. Il a une formule exceptionnelle je pense, qui est applicable à votre métier. Le maître est celui qui invente la générosité des autres. C'est-à-dire qu'au contact du maître, je suis encore plus généreux que ce que je pourrais être tout seul. Je suis plus dans la puissance. Et c'est une puissance qu'il me transmet. Il ne se départage pas de quelque chose, il m'apprend à la présence, à la puissance, et donc à l'autocritique, et donc à la liberté, la véritable liberté, sortir des esprits de tutelle. Donc le maître est celui qui invente la générosité des autres. À contact d'un maître, vous devenez plus humain que tout seul, que rabougri dans des sphères absolument violentes, etc. Donc voilà, c'est cette idée d'un rayonnement. Et pour ça, je finis en disant, si les individus deviennent passionnés de leur propre passion, pas d'une passion extérieure, alors nous aurons une circulation de cet empowerment qu'est la puissance. Et je pense que vous pouvez directement être absolument centraux dans ce combat, de finalement reconnecter les individus à leur puissance d'exister, au conatus spinoziste, l'être qui persévère dans son être. Ça demande parfois une immense générosité. Et je finis en un seul mot. Pour ça, il faut sortir du donnant-donnant. Il faut sortir de cette idée que je te donne de l'onde de charme, je t'écoute, je fais attention à toi, j'attends de toi que tu fasses la même chose pour moi. Vision très occidentale. Et il faut faut voir plus large. Il faut voir la sagesse du désert. Cette idée que quand je donne de l'onde de charme, l'autre va en donner à quelqu'un. Ça lui donne la confiance en l'humanité, d'être accueilli, d'être respecté, d'être aimé, et ça va pouvoir circuler de corps en corps. Lorsque vous traversez le désert, vous êtes accueilli, qui que vous soyez, vous êtes restauré, vous avez une couche, vous avez peut-être un massage, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes pleinement accueilli dans le charme. Pourquoi? Parce que jamais vous allez rencontrer la personne qui vous accueille, jamais vous pourrez lui donner le donnant-donnant, l'appareil. Mais parce que cette sagesse dit que si je t'accueille avec humanité, tu retrouves la foi en l'être humain et qu'un jour, tu accueilleras quelqu'un. Mon frère, mon grand-père va savoir. L'énergie que je te donne te rend capable de donner l'énergie à quelqu'un d'autre, qui en donne à quelqu'un d'autre, qui en donne à quelqu'un d'autre, et qui un jour ou l'autre me reviendra. C'est cette foi en l'humanité que j'appelle l'humanisme tout simplement. Et l'humanisme, ça commence peut-être par transformer les muscles en chair et les chairs en sens. Ça commence peut-être à mettre la main à la pâte pour transformer le monde. Je vous remercie infiniment. Merci de votre présence et bonne continuation. Merci.